Pennsylvanie, une affaire de personnes disparues se transforme rapidement en enquête pour homicide. Le seul lien entre le suspect et le meurtre est un simple bout de corde. Dans l'État de Washington, des détectives découvrent une famille brutalement assassinée. Pour trouver le meurtrier, les experts légistes devront analyser les taches de sang des victimes. À Phoenix, en Arizona, un garçon de 13 ans disparaît sans laisser de traces. En l'absence du corps et de preuves matérielles solides, les enquêteurs ont du mal à résoudre cette affaire. Lorsque des adolescents commettent un homicide, les enquêteurs doivent essayer de penser comme eux, car leur logique est parfois un peu tordue. Les experts en criminalistique sont là pour aider les policiers à comprendre les motivations de cette jeunesse perdue. Dans cet épisode, certains noms ont été changés. Cambria County est niché dans les hautes terres du nord-est de la Pennsylvanie. Dans cette paisible localité, tout le monde se connaît. Il y a très peu de crimes. Mais le 6 novembre 1997, Ronald Klotz constata que son fils avait disparu. Il déclara à la police que Micah Pollack, son fils de 15 ans, n'était pas rentré de l'école ce jour-là. Il ajouta qu'il avait d'excellentes relations avec lui et que cela ne lui ressemblait guère de ne pas rentrer à la maison. M. Klotz expliqua que Micah vivait avec lui depuis le printemps précédent. Il avait quitté l'Ohio où il vivait avec sa mère. Micah semblait heureux de vivre dans sa nouvelle maison et il s'était fait des amis. L'ex-femme de Ronald Klotz déclara pour sa part qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de Micah depuis quelque temps. Même s'il n'est pas rare que des adolescents fassent des fugues, le détective Greg Batcher du service de police de la Pennsylvanie se rendit vite compte que ce n'était sans doute pas le cas cette fois-ci. Ses amis ont dit qu'il n'avait pas le profil du fugueur. De plus, rien ne le motivait à agir de la sorte. C'est à partir de ce moment-là que nous avons eu des soupçons. Les enquêteurs apprirent que l'adolescent avait tout juste commencé à fréquenter une jeune fille de son école. Interrogée à ce sujet, la jeune fille déclara que le jour de la disparition de Micah, il lui avait confié qu'il partait à la chasse avec Andrew Callahan, âgé de 16 ans. Cela l'avait surprise puisque Callahan était son ex-petit ami et qu'il détestait Micah. Elle ajouta qu'elle avait commencé à fréquenter Micah après avoir rompu avec Andrew. Mais ce dernier était un jeune homme possessif et il avait même proféré des menaces à l'endroit de Micah à quelques reprises. Andrew n'arrivait pas à laisser aller sa petite amie. Il était très jaloux et très exigeant envers elle, selon ce qu'elle nous en a dit. Il la surveillait constamment. La jeune fille ignorait si Micah était effectivement allé à la chasse avec Andrew le jour de la disparition. Plusieurs jours s'écoulèrent sans nouvelles de l'adolescent. Les policiers dressèrent un barrage routier pour interroger les automobilistes. Et cela porta fruit. Un homme reconnut Micah à partir d'une photo. Quelques jours plus tôt, il garait sa voiture dans le secteur quand il avait aperçu Micah en compagnie d'un autre jeune homme. Les deux adolescents se dirigeaient vers une mine à ciel ouvert. Le jeune homme qui l'accompagnait avait un fusil de chasse à l'épaule. Selon lui, cet adolescent pouvait fort bien être Andrew Callahan. Le lendemain, les policiers suivirent cette piste accompagnés d'experts judiciaires. Ils se rendirent à la mine où l'automobiliste avait aperçu les deux adolescents quelques jours plus tôt. Les récentes pluies torrentielles posaient tout un défi aux experts.
Mais peu de temps après le début des fouilles, ils trouvèrent quelque chose. Une poubelle, encore relativement en bon état. Les experts remarquèrent plusieurs gouttelettes rouges sur la poubelle. L'analyse révéla qu'il s'agissait de sang. Les enquêteurs décidèrent de conserver l'eau trouble qui s'était accumulée dans la poubelle pour d'éventuelles analyses. Les éléments recueillis furent acheminés aux experts du laboratoire judiciaire de l'État de la Pennsylvanie. L'expert Bruce Tackett devait d'abord découvrir si les taches de sang sur la poubelle provenaient d'un animal ou d'un être humain. Tackett y ajouta un produit chimique qui vire au rose en présence des protéines du sang humain. Les résultats de son analyse furent positifs. Pour obtenir le profil génétique de cet indice, il devait toutefois obtenir davantage de sang. Les autres tâches s'étaient trop dégradées pour permettre une analyse complète. Même si les probabilités qu'il y ait du sang à l'intérieur de la poubelle étaient relativement grandes, l'eau de pluie l'avait vraisemblablement diluée. Il n'y avait qu'un seul moyen d'extraire les protéines du sang, éliminer l'eau. Tackett versa le liquide dans un récipient qu'il plaça dans une chambre d'évaporation. Après que l'eau se fut presque entièrement évaporée, Tackett analysa le produit en espérant qu'il contiendrait assez de protéines humaines. Il n'en trouva pas, mais il découvrit toutefois un micro-indice important. Il s'agissait d'un cheveu humain. Se pouvait-il qu'il ait appartenu à Micah Polak? Les enquêteurs retournèrent à l'endroit où ils avaient trouvé la poubelle. Mais cette fois-ci, ils étaient accompagnés d'un chien. Celui-ci les mena à un étang créé par un barrage de castors. Ils y trouvèrent le corps en décomposition d'un jeune homme. La victime avait reçu un projectile dans le dos. Ses chevilles étaient retenues ensemble par une corde et ses vêtements étaient déchirés. Grâce à l'analyse des dents, le médecin légiste conclut que la victime était bel et bien Micah Polak. Ainsi prenaient fin les recherches pour le retrouver. Micah était mort après avoir reçu le projectile d'un fusil de chasse de calibre 12 tiré à bout portant. À voir les éraflures et les blessures sur son corps, le médecin légiste conclut également que le jeune homme avait été tué dans un autre endroit avant d'être traîné là où on l'avait trouvé. Maintenant, il fallait retrouver le meurtrier du jeune homme. Andrew Callahan, âgé de 16 ans, la dernière personne vue en compagnie de Micah Polak, était le principal suspect des policiers. En présence de son père, il refusa de répondre aux questions des enquêteurs sans son avocat. Même si les preuves contre lui étaient indirectes, les policiers mirent Callahan en état d'arrestation sur présomption de meurtre. Ils obtinrent ensuite les mandats nécessaires pour fouiller la maison et les véhicules de la famille Callahan. Ils trouvèrent presque immédiatement un indice. Nous marchions dans l'allée quand nous avons aperçu quelque chose qui pendait à l'arrière du véhicule, près du pare-choc. En s'approchant, on a vu qu'il s'agissait d'un bout de corde. C'était le même type de corde que celle utilisée pour attacher les chevilles de Micah.
En s'approchant de la maison, on trouva d'autres cordes sur la galerie. À l'intérieur, les policiers confisquèrent 4 fusils de chasse et un sac contenant les vêtements de chasse d'Andrew. Ces effets furent envoyés au laboratoire judiciaire pour fin d'analyse. Il est pratiquement impossible de faire une étude comparative balistique avec des plombs de fusils de chasse. Les experts furent donc incapables de savoir si l'un des fusils de chasse confisqués chez les Callahan avait servi à abattre Micah Pollock. Mais s'ils parvenaient à identifier même la plus petite gouttelette de sang de Micah sur les vêtements de chasse d'Andrew, ils auraient fait avancer leur hypothèse d'un cran. Il y aurait un lien tangible entre le suspect et le meurtre. Malheureusement, on ne trouva pas de sang sur les vêtements. Même si les enquêteurs étaient persuadés de la culpabilité d'Andrew Callahan, ils n'avaient pas réussi à trouver la moindre preuve formelle contre lui. De plus, le suspect refusait de coopérer avec la police. Les enquêteurs étaient à court de ressources pour démontrer que l'adolescent était un meurtrier. La police de Cambria County en Pennsylvanie était aux prises avec un cas d'homicide impliquant Micah Pollock, 15 ans, dont le corps avait été retrouvé près d'un étang isolé. Même si les preuves indirectes pointaient en direction d'Andrew Callahan, la police d'État de Pennsylvanie ne disposait d'aucune preuve matérielle contre lui. Le dernier espoir des enquêteurs pour résoudre cette affaire reposait sur les experts légistes du laboratoire judiciaire de l'État de Pennsylvanie. L'expert Bruce Tackett se mit à la recherche de points communs entre la corde qui retenait les chevilles de la victime et les bouts de corde trouvés à la maison du suspect. J'ai effectué une analyse comparée des cordes et j'ai établi qu'il s'agissait de cordes à linge. Elles étaient constituées d'une gaine tissée ou tressée qui recouvrait toute une série de fibres synthétiques plutôt grossières. En examinant ces 3 échantillons, j'ai pu établir que leur fabrication était identique. Pour prouver que ces bouts de corde avaient tous la même origine, Tackett devait examiner la partie interne de la corde. Sous un microscope ultra puissant, il constata que les fibres se ressemblaient à un point tel qu'il était impossible de les distinguer d'un échantillon à l'autre. J'ai pu conclure que les cordes étaient fabriquées de la même façon et que les fibres qui les constituaient étaient les mêmes. Autrement dit, ces cordes étaient les 3 bouts d'une même corde. La corde utilisée pour ligoter les chevilles de Micah Pollock provenait de la même source que celle qui était attachée à la voiture de la famille Callahan. Mis devant les faits, Andrew Callahan passa aux aveux. Il reconnut avoir fait feu sur Micah alors que les 2 adolescents chassaient. Il ajouta qu'à ce moment-là, il visait un oiseau venu se poser dans des broussailles près de lui. Il croyait, ajouta-t-il, que son arme pointait vers le bas. Il n'avait pas remarqué que Micah était dans sa ligne de tir, à une certaine distance de lui. Comme il craignait que la police ne croie pas sa version des faits, il avait été saisi de panique et avait tenté de se débarrasser du corps. Pour corroborer sa déposition, les policiers cherchèrent des réponses dans les indices à leur disposition. À en juger par les brûlures causées par la poudre explosive sur le corps de Micah, l'arme était à une distance maximale d'1 mètre lorsqu'on avait fait feu sur lui. Les plombs qui étaient entrés par le dos s'étaient finalement logés près de sa mâchoire. L'arme pointait donc vers le haut, ce qui contredisait la déposition de Callahan, selon laquelle il avait visé vers le bas quand il avait appuyé sur la détente. Les policiers étaient persuadés que Callahan était parti chasser ce jour-là avec une seule cible en tête, l'adolescent qui fréquentait son ex-petite amie.
Le détective Greg Batcher de la police d'État de Pennsylvanie croit qu'après l'avoir abattu, Andrew a systématiquement brouillé les pistes pour cacher son geste. Il a acheté une poubelle dans un magasin et il est retourné sur la scène. À un moment donné, il a aussi pris de la corde chez lui et apporté ses effets sur la scène où il avait laissé le corps. Et quand Callahan s'est aperçu que le corps de Micah Pollock était trop grand pour entrer dans la poubelle, il s'est servi de la corde pour le tirer sur près de 120 mètres à l'aide de sa voiture, jusqu'à ce qu'il trouve un endroit isolé. Malgré ses 16 ans, Andrew Callahan a eu droit à un procès d'adulte. Il a été trouvé coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à vie sans possibilité de liberté conditionnelle. Les policiers croient que c'est une jalousie maladive qui a poussé Andrew Callahan à assassiner son rival. Mais parfois, les enquêteurs ne trouvent aucun mobile à un crime. Le paisible quartier de Woodbridge à Bellevue est situé en banlieue de Seattle dans l'État de Washington. Ici, on n'a guère l'habitude des crimes violents. Le matin du 5 janvier 1997, un appel au service d'urgence amena la police de Bellevue dans un parc isolé. Un passant avait découvert le corps inerte d'une jeune femme. Une corde était solidement enroulée autour de son cou et ne laissait aucun doute sur la cause de sa mort. Les policiers se mirent à la recherche de tout document sur l'identité de la victime. Près de son corps se trouvait un chéquier. Le compte était au nom d'une certaine Karen White de San Diego. La police de Bellevue fouilla dans sa base de données pour trouver une Karen White qui corresponde à la victime. Le détective du service des homicides, Jeff Gomes, trouva quelque chose. Une femme de 20 ans qui portait le même nom et dont la description physique correspondait à celle de la victime avait vécu à seulement quelques pâtés de maison du parc où l'on avait découvert le corps. Après s'être assuré qu'il s'agissait bien de la même personne, le détective Gomes devait maintenant aviser sa famille. En tant que détective, une des tâches les plus difficiles qui nous incombent, c'est de dire aux proches d'une victime qu'elle est morte. Je n'aime pas faire ça, c'est très difficile pour moi. Quelques heures après avoir recueilli le corps, les détectives se rendirent chez les White. Même si de nombreuses voitures étaient garées devant, aucune lumière n'était allumée. Il semblait n'y avoir personne. Les détectives constatèrent alors que la porte n'était pas verrouillée. Craignant que quelqu'un d'autre ne soit en danger, l'un d'eux entra dans la maison. À l'intérieur régnait un silence inquiétant. La maison semblait avoir été cambriolée. Quand il constata qu'il n'y avait personne au rez-de-chaussée, le policier monta à l'étage. Il s'approcha d'une chambre à coucher lorsqu'il remarqua des taches de sang sur la porte. En regardant à l'intérieur, il constata avec effroi que le corps d'une jeune fille y gisait sans vie. Elle avait été sauvagement battue et poignardée. Il cria à son collègue de faire venir des renforts. Il suivit ensuite une traînée de sang qui menait à une autre chambre au fond du couloir. Il y trouva une autre scène macabre. Un couple dans la quarantaine gisait mort.
On avait fracassé leur crâne et on les avait poignardés à maintes reprises. On identifia plus tard les victimes. Il s'agissait de Janet White, 17 ans, et de ses parents, Regina et Walter White. Ils constituaient la famille immédiate de la jeune femme dont on avait trouvé le corps au parc à peine quelques heures plus tôt. Les experts judiciaires se mirent à la recherche d'indices pour reconstituer les événements. Toutes les victimes avaient été sauvagement battues à l'aide d'un objet contondant, puis poignardées à des dizaines de reprises au visage et au cou. Les techniciens photographièrent les lieux et recueillirent de nombreux échantillons de sang. Le seul indice sur l'identité du meurtrier était des traces de bottes marquées de sang sur la moquette. Il y en avait également une sur le dos du t-shirt de Walter White. Même si ce triple homicide avait toutes les apparences d'un vol qui avait mal tourné, cela n'expliquait pas pourquoi on avait tué Karen White à seulement quelques pâtés de maison de là. Dans un endroit où il n'y avait d'ordinaire pas d'homicide, il était évident pour les policiers que le massacre de toute une famille le même jour n'avait rien d'une coïncidence. Les questions auxquelles nous devions répondre étaient: ces scènes du crime sont-elles reliées entre elles? Quelqu'un a-t-il systématiquement tué cette famille? Ou le meurtre de Karen a-t-il été commis par un tueur en série? En plus de devoir répondre à toutes ces questions, les policiers devaient affronter une terrible réalité. Un tueur brutal était en liberté dans la ville de Bellevue. Et tant qu'on n'aurait pas trouvé un suspect ou un mobile à ces homicides, on ne pourrait pas empêcher cet individu de tuer à nouveau. Alors qu'ils étaient à la recherche de réponses suite au meurtre par strangulation de Karen White, 20 ans, les enquêteurs de Bellevue dans l'État de Washington firent une découverte effroyable. À quelques pâtés de maison du parc où l'on avait trouvé le cadavre de la jeune femme, ils trouvèrent ceux de ses parents, Regina et Walter White, de même que celui de sa sœur Janet, âgée de 17 ans, brutalement battue et poignardée dans leur maison. Les policiers concentrèrent leurs efforts sur l'enquête du meurtre de Karen, croyant que son meurtrier était peut-être responsable des 3 autres homicides. En questionnant les proches de la victime, ils apprirent qu'avant de partir vivre à San Diego, où elle avait été bénévole pour un organisme communautaire, elle avait entretenu des liens étroits avec un groupe d'adolescents faisant partie du mouvement gothique. Ces adolescents portent du noir, se blanchissent le visage et se teignent les cheveux. Parfois, ils prétendent être des vampires et portent de fausses dents. Ils portent des capes, parfois encore ils s'habillent comme des sorciers. La police apprit qu'une amie de Karen faisant partie de ce groupe l'avait vue le soir précédant la découverte de son corps. Elle lui avait rendu visite à la maison des White. Karen était revenue à Bellevue pour passer quelques jours avec sa famille. Ce soir-là, elle voulait faire quelques courses de dernière minute avant de repartir à San Diego le lendemain. Elle la laissa chez elle quelques heures plus tard. C'est à ce moment que Karen lui dit qu'il lui restait encore une chose à faire. Elle devait aller voir David Anderson pour lui demander de lui rembourser l'argent qu'il lui devait. L'ami décida de ne pas l'accompagner. Les policiers sautèrent sur cette piste. Lors de son interrogatoire, David Anderson, 17 ans, étudiant à l'école secondaire, confirma que Karen White était une amie à lui. Mais il ajouta qu'il ne l'avait pas revue depuis son retour à Bellevue. Lors du meurtre, il déclara qu'il était resté chez un ami toute la soirée. Il n'était pas sorti de la maison. Déçus, les enquêteurs poursuivirent l'interrogatoire des amis de Karen. L'une d'elles croyait détenir des informations importantes. Le soir où les meurtres avaient été commis,
David Anderson était venu chez elle. Son colocataire et lui étaient restés là quelque temps. Vers 22 heures, Anderson et le colocataire Alex Barani, âgé de 17 ans, avaient décidé de sortir. Peu de temps après, l'amie de Karen s'était endormie. Elle ignorait à quelle heure David et Alex étaient rentrés. Ainsi, David avait menti. Les policiers interrogèrent ensuite son ami, Alex Barani, pour obtenir d'autres informations. Alex fut coopératif, voire même aimable avec les policiers. Il affirma que David et lui étaient restés à la maison toute la soirée. Mais lorsque les policiers lui firent part de la déposition de sa colocataire, son comportement changea du tout au tout. Voici le détective Bob Thompson. Son menton s'est mis à trembler. Il s'est immédiatement mis à transpirer et à devenir très nerveux. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à croire que c'était lui qui avait commis le meurtre. Sous le stress d'un interrogatoire serré, Alex Barani s'ouvrit enfin. L'adolescent de 17 ans avoua avoir commis les 4 homicides. Il déclara qu'après avoir quitté l'appartement, il avait laissé David chez sa petite amie avant de se rendre au parc seul pour y rencontrer Karen White. Mais il ajouta qu'en s'y rendant, il avait décidé de savoir quel effet cela faisait de tuer quelqu'un. Il avait étranglé la jeune femme. Puis, craignant que Karen n'ait parlé à ses parents de sa rencontre avec lui, il s'était rendu chez elle et il avait frappé et poignardé tous les autres membres de sa famille. On le mit en état d'arrestation et on l'accusa de 4 meurtres. Malgré ses aveux, les enquêteurs savaient par expérience qu'ils devaient tout de même corroborer sa déposition de façon scientifique. De plus, il n'avait peut-être pas agi seul. On envoya toutes les photos des scènes de crime de la maison des White à l'expert en analyse de la morphologie des taches de sang Ross Gardner, en Géorgie. Celui-ci tenta de reconstituer le triple homicide à partir de chacune des gouttelettes de sang. En analysant les taches à partir des photos, Gardner tenta d'abord de déterminer quel type d'arme avait été utilisé pour commettre les meurtres. Il distingua 2 sortes de taches différentes. La première série avait été causée par une blessure infligée à l'aide d'une arme acérée, vraisemblablement la lame d'un couteau. Il s'agit de très petites taches. Ici en particulier, elles sont très semblables à ce que nous avons vu sur la scène. Elles sont très petites parce que le sang, au moment où il est projeté, ne s'est accumulé que sur une surface très mince, comme le tranchant d'un couteau. Un instrument contondant d'une dimension plus importante avait été à la source des autres taches identifiées par Gardner. Quand on examine les taches de sang projetées par un bâton ou par une main couverte de sang en mouvement, cela ressemble à ceci. C'est radicalement différent. Les taches sont plus grosses, de volume plus important, et elles vont recouvrir un espace un peu plus grand que dans le premier cas. Gardner tenta ensuite de reconstituer la séquence des événements dans la chambre à coucher principale. Son premier indice lui était fourni par de petites gouttelettes de sang sur le dos du t-shirt de Walter White. Cette tache de sang provenait de sa femme, Regina. Cela laissait présumer qu'elle avait été la première victime. Elle avait été attaquée alors qu'elle était au lit et que son mari dormait à ses côtés. Le mari dormait dos à sa femme au début de l'attaque. Elle a alors reçu un coup d'un objet contondant à en juger par les minuscules gouttelettes qui ont été projetées sur le dos du t-shirt. Pour découvrir ce qui s'était produit ensuite, Gardner introduisit dans sa base de données l'emplacement de toutes les taches de sang de la chambre. Un logiciel spécialement conçu à cet effet analysa les données.
L'emplacement et les taches de sang du père trouvées près de son lit indiquaient qu'il avait été attaqué avec un couteau alors qu'il tentait de se lever. Une traînée de sang partait de cet emplacement pour finir au pied du lit où l'on avait trouvé son corps. À cet endroit, il y avait d'autres importantes taches de sang provenant du père sur les murs, ce qui indiquait qu'on l'avait attaqué à une deuxième reprise. Les taches avaient été causées à la fois par un couteau et un objet contondant. Elles indiquaient que l'assaillant était debout devant la tête de la victime et qu'il le battait à l'aide d'un objet contondant, ce qui avait provoqué les taches tout autour. Mais Gardner n'avait trouvé aucune tache de sang sur l'un des pans de mur. Cette absence de taches ne pouvait s'expliquer que d'une façon. Un deuxième assaillant se trouvait debout devant ce même mur. Finalement, les taches de sang indiquaient que la jeune Janet était accourue dans la chambre de ses parents où elle avait été attaquée à son tour avant d'être traînée dans sa chambre à coucher où elle serait la dernière à être tuée. L'analyse de Gardner corroborait la déposition d'Alex Barani sur tous les points, sauf un. Il n'avait pas agi seul. Les enquêteurs croyaient qu'il protégeait son ami David Anderson. La police obtint un mandat de perquisition pour fouiller la voiture que David Anderson conduisait le soir où les meurtres avaient été commis. On y trouva un bout de corde sur le siège avant. Les experts judiciaires constatèrent que c'était le même type de corde que celle qui avait servi à étrangler Karen White. À son tour, David Anderson fut accusé des 4 meurtres. Les policiers croient qu'après avoir tué Karen White au parc, David Anderson et Alex Barani ont décidé de s'en prendre au reste de sa famille, mus par une sorte de curiosité morbide. Comme ils ont démontré qu'ils n'avaient aucun respect pour ces vies humaines, ils ont eu droit à un procès pour adultes. Tous deux ont été condamnés à 4 peines d'emprisonnement à vie consécutives. Dans l'État de Washington, l'analyse d'une scène de crime a permis de découvrir l'existence d'un deuxième coupable. Mais lorsque les policiers ne trouvent pas le corps de la victime, il leur est très difficile de prouver qu'il y a eu homicide. À la fin de l'après-midi du 10 novembre 1995, Rhonda Michie entra dans un poste de police de Phoenix pour signaler la disparition de son enfant. Elle n'avait pas eu de nouvelles de son fils de 13 ans, Brad Hansen, depuis les 12 dernières heures. Même si Brad était un fils adorable et responsable, il traversait une phase rebelle depuis un moment. De fait, sa mère l'avait récemment puni et il devait rentrer directement à la maison après l'école. Après l'avoir vu partir à l'école le matin, Rhonda, mère célibataire, était partie travailler. Elle avait appris par la suite qu'il n'y avait pas d'école ce jour-là. Elle laissa un message sur le téléavertisseur de Brad et appela quelques-uns de ses amis, mais l'adolescent de 13 ans ne la rappela pas et aucun de ses amis ne l'avait vu ce jour-là. Le détective Sally Dillion accepta de travailler sur cette enquête. Elle était optimiste quant au dénouement rapide de cette affaire. On croyait qu'il avait fugué, qu'il restait chez un ami et que dans 2 ou 3 jours, il rentrerait à la maison. La police de Phoenix distribua sa photo et sa description un peu partout dans la région. Malheureusement, on n'obtint aucune piste. On fouilla également le désert et le secteur montagneux à l'extérieur de la ville, mais sans succès. Brad Hansen semblait s'être volatilisé. La police de Phoenix, en Arizona,
était toujours à la recherche de Brad Hansen, un garçon de 13 ans dont la disparition avait été signalée par sa mère. N'ayant trouvé aucune piste sur l'endroit où l'adolescent pouvait se trouver, les détectives décidèrent d'interroger ses camarades de classe. La petite amie de Brad, Jennifer, déclara que le jour de sa disparition, elle était allée chez un de leurs amis et que Brad devait se joindre à eux. Mais quand Jennifer était arrivée chez Jeremy Bach, celui-ci lui avait dit que Brad était parti. Il avait oublié son bonnet de ski préféré. C'est alors qu'elle avait remarqué un trou dans un des murs de la cuisine. Il y avait également une tache brun-rouge par terre. Jeremy Bach, âgé de 13 ans, lui dit que Brad et lui jouaient à la police et aux voleurs avec les armes à feu de son beau-père. Ils ignoraient que ces armes étaient chargées. Selon Jeremy, Brad avait appuyé sur la détente et tiré sur le mur. Il expliqua que la tache par terre n'était que du ketchup. Jeremy dit à Jennifer qu'après le coup de feu, Brad était sorti à toute vitesse de la maison, craignant de se faire disputer. Jeremy ignorait où Brad était allé et n'avait pas eu de ses nouvelles depuis. Jennifer déclara à la police qu'elle n'avait pas eu de ses nouvelles non plus. Les enquêteurs se rendirent chez Jeremy Bach pour l'interroger en présence de son beau-père. La version des faits de Jeremy était la même que celle qu'il avait faite à Jennifer. Mais lorsqu'elle lui demanda des détails spécifiques, Sally Dillon eut l'impression qu'il ne disait pas toute la vérité. Certaines parties de sa déposition semblaient très crédibles, mais d'autres parties n'avaient pas l'air vraies du tout. Parfois, il établissait un contact visuel avec nous, d'autres fois, il évitait de nous regarder. Pendant que les enquêteurs déployaient toutes leurs énergies pour découvrir ce que Jeremy leur cachait, ils apprirent qu'un autre écolier désirait parler à la police. Au bureau du directeur de l'école secondaire du secteur, les policiers interrogèrent un autre ami du garçon disparu. Celui-ci déclara qu'il croyait que Jeremy Bach s'en était pris à Brad Hansen. Tout le monde à l'école savait que Brad et Jennifer se fréquentaient. Et l'on savait également que Jeremy était d'une jalousie maladive et qu'il était amoureux de Jennifer lui aussi. Même si Jeremy et Brad étaient amis, Jeremy avait tenté de briser la relation de Brad et Jennifer. Selon le camarade de classe, le jeune garçon s'était vanté qu'il allait faire du mal à Brad. Les enquêteurs craignaient que Jeremy n'ait mis ses menaces à exécution. Mais pour prouver qu'un homicide avait été commis, il devait d'abord trouver le corps de la victime. Pour y parvenir, les policiers tentèrent de penser comme un meurtrier de 13 ans, c'est-à-dire comme quelqu'un qui ne pouvait se servir d'une voiture. Nous n'avions aucun indice, alors la seule hypothèse que nous avons trouvée, c'était qu'il avait jeté le corps aux ordures. Les détectives mirent un plan au point. En regard de la loi, dès qu'une poubelle est mise au bord de la rue, son contenu devient une propriété publique. 2 semaines après la disparition de Brad Hansen, les policiers retournèrent à la maison des Bach. Ils confisquèrent la poubelle qu'on venait tout juste de mettre au bord de la rue et la remplacèrent par une autre. Dès que la poubelle se trouva entre les mains des enquêteurs, Sally Dillon appela les experts du laboratoire judiciaire de la police de Phoenix. En ouvrant le couvercle, on sut qu'on ne s'était pas trompé. On analysa de grosses taches de liquide séché au fond de la poubelle pour confirmer qu'il s'agissait de sang humain. Pour l'expert judiciaire Kevin Knapp, personne n'avait pu survivre à une telle perte de sang, à moins d'avoir reçu immédiatement des soins médicaux.
La poubelle mesurait environ 60 cm de diamètre et il y avait plus de 2 cm de sang séché au fond. Selon moi, et même si je ne suis pas médecin légiste, c'est une grosse quantité de sang, plus que je n'en vois d'habitude dans ce genre de cas. Quand on compara l'ADN obtenu à partir du sang dans la poubelle au profil génétique des parents de Brad, il n'y eut plus de doute possible. Les détectives firent part de leurs résultats au suspect de 13 ans. Cette fois-ci, Jeremy déclara qu'il jouait à la police quand sa main avait accidentellement frappé le comptoir et appuyé sur la détente. Il avait du même coup projeté Brad Hansen contre le mur. Il ne s'était pas rendu compte, ajouta-t-il, que son doigt se trouvait sur la détente. Saisi de panique, il avait nettoyé le sang et il s'était débarrassé du corps. Pour les enquêteurs, la nouvelle version des faits n'était guère vraisemblable. Il nous a dit que lorsque Brad a été touché par le projectile, il a été projeté contre le mur. Mais c'est un phénomène extrêmement rare. On le voit dans des films, mais pas dans la vraie vie. Normalement, quand quelqu'un est touché, il s'affaisse. Certains éléments de son récit ne correspondaient pas à la réalité. Les détectives retournèrent chez les Back munis d'un mandat de perquisition. Ils confisquèrent les 2 pistolets du beau-père de Jeremy, notamment le Magnum de calibre 357 utilisé par le garçon. Malheureusement, même s'ils trouvèrent d'autres traces de sang de Brad Hansen dans la cuisine, les éléments recueillis ne réfutaient pas la version des faits du jeune garçon selon laquelle l'homicide était accidentel. Les détectives firent appel aux experts du laboratoire judiciaire de la police de Phoenix. L'expert en armes à feu Mahesh Patel examina les indices en vue de savoir si le coup de feu avait été accidentel ou non. Selon la version des faits de Jeremy, sa main avait frappé le rebord du comptoir et le coup de feu était parti accidentellement. Pourtant, un Magnum 357 est équipé d'un chien pour éviter que l'arme ne fasse feu accidentellement si elle nous échappe des mains ou si elle reçoit un choc. C'était une information incriminante, mais cela ne prouvait pas hors de tout doute que Jeremy avait intentionnellement fait feu. Patel devait maintenant tenter d'établir quelle pression devait exercer sur la détente pour que le coup parte. On utilise des poids et on les suspend à la détente jusqu'à ce que l'arme fasse feu. Ainsi, on peut déterminer la force requise pour une arme en particulier. Patel constata qu'il fallait une pression de presque 5 kg pour actionner la détente du revolver de calibre 357. Il en conclut qu'une simple maladresse de la main ne pouvait pas avoir provoqué le coup de feu. Par conséquent, ces résultats démontraient que Jeremy Back avait fait feu intentionnellement. On procéda à l'arrestation de Jeremy Back et on l'accusa de meurtre. Les autorités croient que ce dernier a invité Brad Hansen chez lui pour l'affronter à propos de sa relation amoureuse avec Jennifer. Aveuglé par sa jalousie, il a alors saisi l'arme de son beau-père et a tiré sur Brad. Jeremy Back est la plus jeune personne à avoir été jugée en tant qu'adulte dans l'État de l'Arizona. Il a été trouvé coupable de meurtre au second degré et condamné à une peine de 22 ans d'incarcération. On n'a jamais retrouvé le corps de Brad Hansen. Il n'y a pas que les adultes qui commettent l'irréparable. Parfois, les adolescents croient que le meurtre est la seule solution à leurs problèmes. Quand c'est le cas, les enquêteurs et les experts judiciaires
doivent se baser sur les faits pour faire la lumière sur les actes insensés de ces jeunes.